Bonjour à toutes et à tous, je reviens vers vous avec Era of Tribes, une nouvelle vidéo pour parler cette fois des batailles. Résolution de bataille, comment on gère ça. Donc on va faire comme la vidéo précédente sur les règles, on va parcourir le livret et on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Est-ce qu'on comprend bien ou est-ce qu'il y a des petits trous dans la règle. Donc on va prendre un exemple, tout simplement. Et puis on va résoudre une bataille et on va voir ce que ça donne. Alors, les batailles sont résolues dès lors que vous déplacez, enfin sont programmées plutôt, dès lors que vous déplacez des vassaux sur une province terrestre, qu'elle soit occupée par un barbare, un adversaire ou un allié. Donc admettons, je vais prendre cet exemple, là, ça c'était une partie solo avec l'Automa, que je ne vais pas continuer de toute façon, donc on va prendre cet exemple. Admettons, j'avais j'avais aussi cette province-là. Bon, pourquoi pas. Si on veut attaquer, joueur orange veut attaquer joueur bleu turquoise. Donc, si on résume, en fait, c'est pendant la bataille se fait pendant la phase de croissance, l'action de croissance. L'action de croissance, elle nous détermine le nombre de vassaux que l'on peut rajouter. Ces vassaux rajoutés peuvent soit devenir des armées, soit devenir des flottes, soit devenir des comptoirs commerciaux. Si ces vassaux deviennent des armées, ils vont, dans notre case, armée régulière, et ces armées seront disponibles pour des batailles, et éventuellement même pour une bataille lors de cette manche, lors de ce tour de jeu en fait. Une fois qu'on a fait ça, on peut déplacer tous nos vassaux. Ok, donc admettons je suis dans cette situation. Alors c'est pas un super exemple parce qu'il faudrait quand même que je place. Admettons moi j'avais l'intention d'aller attaquer cette province ici où il y a du vin. Il me faut absolument du vin. J'ai très soif. J'aime le vin rouge français. Hein, là on est pas loin de la Bourgogne et voilà. Donc j'ai envie d'attaquer ici. Donc j'ai fait une petite croissance. J'ai placé un vassal ici, admettons. Et puis un troisième vassal ici. Et puis c'est tout parce que j'en avais que 3, admettons. Donc mon objectif c'est de faire ça. J'ai trois armées dans mon armée régulière. Et donc je voudrais aller attaquer là-bas. Je suis maintenant à la phase de mouvement. J'ai mécanique 1. Donc je peux me déplacer que d'une case. Ok. Donc là, le truc, c'est que pour me déplacer d'une case, du coup, ça veut dire que je vais pouvoir attaquer cette province seulement avec ces deux vassaux, puisque c'est les deux seuls vassaux qui sont à une case de cette province. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un mouvement avec celui-ci, un mouvement avec celui-ci. Je vais faire un mouvement avec celui-ci ici, pour éviter qu'on crée une colonie. Donc je garde en fait connecté mes provinces. Et celle-ci, en fait, je ne sais pas trop quoi en faire. Je vais la mettre ici, il y a une petite province, voilà, je la déplace ici. Et donc ici, il y a une bataille qui va être résolue, puisque je termine mon action sur une province occupée par quelqu'un. Ok. Ensuite, si on suit l'action le déroulé de l'action croissance, on peut faire d'autres choses. On peut aussi déplacer des flottes. Alors, est-ce que j'ai envie de déplacer des flottes? Peut-être que oui, je pourrais dire cette flotte, elle se déplace de 2, donc elle pourrait faire 1 et 2, elle vient ici, elle prend ce poisson, mais je perds ce poisson, mais je gagne ce poisson, donc ça ne change rien, mais ça me permet de m'approcher peut-être pour une éventuelle bataille supplémentaire plus tard. Ensuite, au point petit 4, on résout les batailles. Donc comment on résout les batailles? En fait, on a donc ce plateau. Je vais vous le mettre ici, comme ça vous le voyez, et comme ça on voit à la fois la province et à la fois le plateau bataille. Tac, voilà. Donc comment on résout les batailles? Premièrement, donc la bataille se passe ici.
Premièrement, c'est le défenseur. Je vais reculer encore un tout petit peu pour que vous voyez vraiment tout. Alors, on commence par définir les troupes du défenseur. Alors, le défenseur, c'est le joueur turquoise. Donc, il est ici, sa zone de jeu, donc il va mettre déjà l'unité, le vassal qui est dans cette province, la province qui est attaquée. Ensuite, il va pouvoir engager ses armées, qui sont disponibles dans son armée régulière. Donc le défenseur, il avait une armée régulière, et il se trouve que c'est le Romain, il avait 4 légions romaines qui va engager aussi, parce qu'il a très envie de défendre sa province, elle a une ressource de luxe, c'est très important pour lui. Donc il y va. Il envoie l'artillerie lourde. Ensuite, le défenseur peut faire appel à des mercenaires. Les mercenaires, ce sont des jetons barbares que l'on obtient quand on va libérer une province barbare et que l'on garde de côté si plus tard on voudrait les engager justement comme mercenaires. Les jetons barbares, en fait, soit on peut résoudre leur effet, soit on peut se les garder comme étant des mercenaires pour les batailles. Là, il se trouve qu'il n'en a pas. Ensuite, on peut engager l'ivoire si on joue avec les Carthaginois et le vin si on joue avec les Gaulois. Là, ce n'est pas le cas. Et ensuite, on peut engager des partisans si, en fait, dans notre province, il y avait des partisans. On va expliquer tout à l'heure comment ça fonctionne. Et à condition que la province ne soit pas en proie à de l'agitation. Auquel cas, les partisans se rangeraient du côté de l'attaquant. Ça serait des rebelles, en fait. Mais là, les partisans, si la province est heureuse, on va dire, les partisans sont des bons défenseurs. Ensuite, on va rajouter des bonus. Donc ça va être représenté par des jetons gris, ce qu'on appelle les milices dans le jeu. Mais ce sont tout simplement des bonus de combat. Et pour le défenseur, il va en ajouter un si jamais c'est une ville qui est attaquée. Là, ce n'est pas le cas. Il va en ajouter un si jamais c'est une attaque depuis la mer uniquement. Ce n'est pas le cas non plus. Il va en ajouter un si la bataille se fait dans une montagne. Ce n'est toujours pas le cas. Et par contre, le défenseur, qui est en vert ici, s'il venait de déclarer une révolution, il devrait retirer une unité. Ok, bon, là il n'est pas en révolution, donc finalement le défenseur se retrouve avec seulement 1, 2, 3, 4, 5, 6 unités pour la défense. Ok. C'est aussi pour ça que je l'ai attaqué, hein. J'ai bien vu ce qu'il avait dans sa Regular Army. Et le défenseur, voilà, c'est une province de plaine, elle est facile à prendre. Ensuite, on passe au 2. On détermine les troupes de l'attaquant, donc le joueur orange. Donc pareil, on va prendre les 2 unités qui étaient sur le champ de bataille. Donc moi, j'aime bien mettre une petite gemme ici pour rappeler que le combat avait lieu ici. Parce que parfois, c'est un peu compliqué. Là, c'est pas le cas, mais parfois, on ne sait plus trop où on était. Voilà. Surtout si le combat dure quelques minutes. Et si on est en fin de partie et qu'il est 4h du mat. Mais en tout cas, voilà. Donc l'attaquant, lui, c'est à peu près la même chose. Il va pouvoir engager des armées. Donc moi, je suis déjà à 2 contre 6. Donc moi, j'ai 3 armées. Donc je vais les mettre. Voilà. Il va pouvoir aussi engager des mercenaires. Là, il n'y en a pas. Il va pouvoir engager... Ah oui, pour le défenseur, j'ai complètement zappé les ressources militaires. Bon, il se trouve que le joueur bleu n'en a pas. Les ressources militaires, c'est le fer et le cheval. Donc là, le joueur attaquant a le cheval, donc c'est une unité, on l'engage. On n'est toujours ni carthaginois ni gaulois. Et ensuite, on rajoute, donc là c'est justement les partisans de la province, de notre côté, si jamais cette province était en proie à de l'agitation, ce qui n'est pas le cas, de toute façon il n'y avait pas de partisans. Mais il y en aura après la bataille, vous verrez. Donc là on a déterminé les troupes. En petit 3, c'est noté ici, on va distribuer les marqueurs de bataille.
Alors, l'originalité de ce jeu, au niveau de ces batailles, c'est assez sympa, c'est qu'on va déterminer des avantages de part et d'autre. Donc les marqueurs de bataille, je vais les sortir. Alors je vais prendre les nouveaux marqueurs parce que les anciens ils étaient moches. Alors, les marqueurs de bataille, il y en a 5. Il y en a 2 qui sont distribués automatiquement. Le bouclier directement pour le défenseur, l'épée directement pour l'attaquant. Et il y en a 3 autres qui sont dynamiques, qui vont déterminer la force, le niveau de mécanique et le niveau de morale. Alors, le moral, il est assez simple. On regarde qui est le plus élevé sur la piste de morale. Donc là, il se trouve qu'ils sont tous les deux au même niveau. Et quand c'est égalité, c'est noté ici, quand c'est le joueur défenseur supérieur ou égal, c'est lui qui le gagne. Donc le défenseur, à morale égale, gagne le jeton de morale. Ok, tout ça c'est des choses que l'on peut prévoir, hein. C'est-à-dire que quand je décide d'attaquer, je connais le moral machin et tout, je sais quel jeton là, donc là je savais que c'est lui qui allait avoir le moral. Le jeton de mécanique, on regarde le niveau de mécanique. On est à égalité, donc on a les mêmes niveaux technologiques en termes d'armes et de logistique. C'est le défenseur qui gagne ce moral parce qu'il est en terrain connu, donc il aura plus de facilité à ce niveau-là. Ensuite, le niveau de force, lui on le détermine, c'est le nombre d'unités en fait engagées dans le combat. Donc là il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 de côté, et 1, 2, 3, 4, 5, 6 ici aussi. Alors 6 et 6. Normalement ce jeton de force va aussi au défenseur en cas d'égalité. Mais il se trouve que là moi j'ai les chevaux, et les chevaux ils ont une capacité spéciale, c'est qu'ils peuvent, avant que la bataille commence, ils peuvent envoyer faire une attaque spéciale. Alors, dans la règle, c'est à la page 19. Alors d'ailleurs, j'avais juste oublié que les chevaux donnaient aussi un +1 à tous les vassaux. Donc en fait, j'aurais pu très bien, tout à l'heure quand j'étais ici, que je disais, j'avais un ici, je ne savais pas quoi faire, j'aurais peut-être pu faire mieux que ça, puisque lui, il aurait pu aller là. J'aurais pu avoir une unité de plus, en fait, hein, en utilisant mes chevaux. Mais là, on va rester comme ça pour jouer d'égalité. L'attaque spéciale des chevaux, c'est que donc le joueur qui utilise son cheval lance son dé. Et si c'est l'attaquant, en gros, tu as une chance sur 3, parce que si c'est l'attaquant, il doit faire une épée, si c'est le défenseur, il doit faire un bouclier. Donc comme il y a 2 faces sur leur dé, c'est une chance sur 3. Donc, l'attaquant lance le dé, tac. S'il fait une épée, ben, la cavalerie, en fait, avant même que le combat commence, la cavalerie décime une unité adverse. Donc là, il décide, il est obligé de retirer une de ses légions qui dégage, qui est morte. Donc maintenant, on est à 6 à 5. Et donc ça va me permettre maintenant d'avoir l'avantage de force puisque j'ai plus d'unités que lui sur le champ de bataille. A savoir que le défenseur aurait pu lui aussi avoir un cheval, et donc il aurait fait aussi un lancer vert, et il aurait pu aussi éliminer et donc annuler mon attaque. On peut même avoir plusieurs ressources de chevaux et lancer plusieurs fois le dé, et voilà. Et donc cette fois les jetons ont été distribués. Ensuite, 4, c'est vraiment la phase de bataille. Concrètement, on va lancer les dés en fait. Donc comment se passe une bataille dans ce jeu? C'est que, en fait, à chaque round, on va lancer des dés. Et donc on va faire ça ensemble. Donc ce qui est intéressant, c'est que les combats sont pas très longs, puisque à chaque lancer de dés, en fait, il va y avoir des pertes d'unités. Donc le défenseur lance le dé vert, l'attaquant lance le dé rouge.
Donc premier round, on lance, donc chacun lance son dé, et donc on obtient ça. Donc là on va en fait appliquer une perte pour par rapport aux faces en fait des dés qui correspondent aux marqueurs de bataille. Donc là on a une épée. L'épée, en fait, qui a le marqueur épée, c'est l'attaquant. C'est toujours l'attaquant. Donc l'attaquant fait un dégât. Qui a le marqueur de mécanique, c'est le défenseur. Donc le défenseur fait un dégât. Donc premier round, un dégât chacun. Alors il y a un ordre pour retirer les unités, en fait. Ça c'est précisé dans la règle. Évidemment, on ne retire pas une ville en premier. Enfin voilà, ça paraît logique. Mais par exemple là, vous voyez, on retire d'abord l'agitation, puis la milice, puis les mercenaires. Donc là, la milice, comme lui, non, il n'en avait pas. Puis les chevaux, donc je suis obligé de commencer par les chevaux. Donc lui, il perd le cheval. Puis les mercenaires. Mercenaires, il est noté 2 fois, j'avais pas vu. Ah, c'est marrant ça. Faudrait que je vérifie. Les vassaux alliés, les légions. Donc c'est les légions qui partent en premier. Tac. Donc chacun a perdu une unité. Ok. Et donc on relance le dé. Enfin les dés. Deuxième round, on obtient ce résultat-là. Donc là, ça va être même chose. Une épée, un bouclier. Donc chacun retire une unité. Et puis on continue comme ça. Donc ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours, à chaque lancer de dés, il y a toujours 2 unités qui perdent, qui sont éliminées. Donc elles peuvent être soit les 2 du même côté, soit une de chaque. Là par exemple, on a épée et force. Il se trouve que c'est l'attaquant qui a ces 2 marqueurs, donc il enlèverait 2 unités au défenseur. Et donc on continue, donc là il est quasiment fini, je relance. Ah là il y a eu 2 boucliers. Donc là c'est double perte pour l'attaquant. On continue. Ici on a la mécanique et le moral. Alors ça oui, effectivement, dans la V1, le moral ça ressemblait à ça. Ne me demandez pas pourquoi, ne me demandez pas ce que c'est, j'en sais rien. Mais ça ressemblait à ça, le moral, ça ressemblait vraiment à rien. Donc là, j'ai les dés de l'ancienne version, mais ça, c'est le moral. Donc mécanique et moral, bah voilà, on s'y attendait pas, mais finalement, c'est le défenseur qui va faire une double attaque et qui va éliminer les 2 dernières unités de l'attaquant. Et c'est finalement le défenseur qui l'emporte. Donc les batailles, c'est assez sympa, vous voyez, c'est rapide et c'est simple. Et on peut préparer sa bataille parce que on sait qui va avoir les jetons, on voit l'armée régulière de l'attaquant, du défenseur. C'est le défenseur qui met ses unités en premier, donc on sait combien il engage d'armée. Donc pour l'attaquant. Voilà, donc c'est assez sympa. Par contre, là où il faut faire attention quand même, c'est en termes d'alliance et de mercenaires. Parce que entre chaque round de combat, donc avant le combat et entre chaque round de combat, on peut faire appel à des nouveaux mercenaires. Donc si par exemple on n'avait pas engagé tous nos mercenaires, on peut les rajouter pendant le combat. Et on peut aussi faire appel à des alliés. Alors les alliés, comment ça marche? Tout simplement, notre allié peut nous prêter en fait des unités de son armée régulière. Alors, il ne nous les prête pas exactement parce qu'il faut les payer, hein, mais en tout cas, on peut faire appel à lui avant le combat et entre chaque round de combat, si besoin. Donc une fois que le combat est terminé, on regarde en fait ce qui se passe. Et donc ça, c'est à la page 20, le résultat d'une bataille. Donc si l'attaquant gagne, il conquiert la province. Là, malheureusement, l'attaquant, il a perdu. Mais après, on va simuler comme s'il avait gagné. Le vainqueur et tous ses alliés ayant soutenu la bataille avancent leur parade du triomphe d'une case en sens anti-horaire. Donc après chaque bataille, le vainqueur va avancer son jeton de parade, ici,
Donc là, on était ici au départ. Tac. Et le perdant va le reculer. Tac. On y reviendra tout à l'heure. En gros, quand le défenseur gagne, il se passe rien en fait. Hein. Quand c'est le défenseur qui gagne, tout simplement, le défenseur, lui, il récupère ses vassaux et ses armées qui ont survécu, et tout reste en fait sur la province. Donc tout ce qui était engagé en fait dans la bataille, vassaux, villes, armées, reste sur la province. Et après, il y a la phase de nettoyage en fin de manche. Donc là, finalement, quand le défenseur gagne, ben ça reste comme c'était, parce qu'il n'avait plus d'armée, il ne restait plus qu'un seul vassal. Si c'était l'attaquant, voilà, comme ça on se débarrasse de ce cas. Si c'était l'attaquant qui avait gagné, si il gagne contre uniquement des vassaux, premièrement, il baisse son moral de 1. Même si on gagne la bataille, on va quand même coloniser et occuper un territoire étranger. Voilà, ça fait quand même baisser le moral global de la population. Ensuite, on remplace les vassaux. Donc on met nos vassaux ici. On cède les jetons, c'est-à-dire que ici c'était une province. C'était pour ça que je suis allé là-bas. Une province où il y avait une ressource de luxe, c'était du vin. Donc comme c'est maintenant lui qui est là, je récupère son vin. Merci. On déplace donc les parades de triomphe et on vérifie si ça crée une colonie. Là, ça ne crée pas de colonie puisque c'est toujours connecté à mon empire. Si j'avais gagné contre une ville, on ne baisse pas le moral, mais on met un jeton d'agitation à la place. On remplace la ville soit par une ville à nous, soit par un vassal à nous. On cède les jetons, donc comme d'habitude les ressources, mais aussi la nourriture, puisque celui qui perd la ville, il récupère 2 de nourriture, et il perd 1 point d'influence. C'est ce que tu gagnes quand tu crées une ville. Et l'attaquant qui met sa ville, bah lui, il doit retirer 2 nourritures de son assiette, et il gagne 1 point d'influence. On déplace les parades de triomphe, on vérifie s'il y a des colonies. Tout ça est très bien expliqué, très détaillé, il y a des exemples pour les combats, les matchs nuls, etc. Bon, c'est facile en fait. Hein. La petite particularité, c'est les batailles navales, on va juste l'évoquer tout à l'heure. Il y a aussi l'encart rouge où il y a marqué résumé qui rappelle un peu tout ce qui se passe lorsqu'on gagne, les partisans. Oui, justement, les partisans, on va en parler là. Et où est-ce qu'il reparle des parades de triomphe? Est-ce que c'est dans l'encadré ou pas? Oui, c'est là. Donc cet encadré rouge est très important parce que il apporte les notions de les parades, ce que ça apporte, et puis les notions de partisans. Donc après une victoire en bataille, vos parades de triomphe et ceux de vos alliés avancent d'une case en sens horaire. Donc l'allié avance aussi, hein. Il a participé à la bataille, s'il gagne, l'allié avance aussi sa parade de triomphe. Par contre, si l'allié a aidé le vaincu, lui, il n'est pas pénalisé. La piste autour du plateau comporte des cases blanches, des cases noires et des cases rouges. Et ça, c'est important parce que chaque case noire vous donne un pays et chaque case rouge augmente immédiatement votre morale de 3. Mais si vous perdez, vos parades du triomphe reculent d'une case dans le sens horaire, vous perdez aussitôt un pays et 3 morales correspondant si vous quittez une case noire ou une case rouge. Donc atteindre une case noire ou une case rouge donne des avantages, mais les quitter donne un malus. Alors c'est pas précisé explicitement dans la règle, mais quand on atteint les cases, c'est uniquement en avançant, et quand on les quitte, c'est uniquement en reculant en fait. Parce que là, tu vois, vous voyez, c'est indiqué
chaque case noire, après une victoire, vous avancez, chaque case noire donne 1, chaque case rouge donne 3. Mais si vous perdez, ça recule, et c'est quand vous perdez que vous reculez que vous reperdez. En fait, vous perdez ce que vous aviez acquis plus tôt. C'est-à-dire que là, bon, noir, il était ici, on a commencé sur une case noire. Donc, bleu, en avançant, il gagne rien, mais il perd rien. Orange, en reculant, il ne gagne rien évidemment, parce qu'il a perdu, mais par contre, il quitte une case noire. La case noire, c'est un pays, donc lui, il perd un pays. Et s'il regagne une bataille plus tard, il va regagner ce pays. Lui, s'il perd une bataille plus tard, il tombe sur une case noire, il ne se passe rien, parce que quand on recule, on ne gagne rien, mais il ne quitte pas non plus une case de couleur. Par contre, s'il gagne ici, case rouge, il gagne 3 de morale. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Et ensuite, les partisans. Les partisans, en fait, ça détermine comment dire, la valeur historique de la bataille. C'est-à-dire que, alors c'est expliqué dans la règle, hein, si 5 unités ou plus de tout type ont pris part à la bataille, donc au total, là vous vous souvenez, on ne l'a pas noté, mais vous vous souvenez, il y avait 6 et 5, donc déjà on était largement au-dessus de 5. Un jeton partisan plus 1 est placé sur la province. Si la province a été conquise, il est placé avec un jeton d'agitation. Voilà. Donc là, il y aurait normalement sur cette province, si c'est l'attaquant qui gagne, un jeton partisan, mais un jeton d'agitation avec. Et donc les partisans, ils combattent soit avec le défenseur s'il n'y a pas d'agitation, soit avec l'attaquant s'il y a de l'agitation. Et s'il y avait plus de 10 unités, ce qui est le cas, c'est un partisan plus 2 qu'on met. À la place du plus 1. Voilà, donc c'est pas très compliqué. Et c'est plutôt sympa parce que les batailles, ces histoires de partisans, vous voyez par exemple là, je viens de prendre cette province par exemple. Donc là, il y aurait dû avoir, on va les mettre, un partisan plus 2 et un jeton d'agitation. Partisan plus 2 puisque c'est une conquête. Et un jeton d'agitation. Tac, ici. Si là, moi j'ai tout intérêt, en tant que joueur orange, à rapidement virer ce jeton d'agitation. Parce que si je me fais attaquer, si le joueur bleu veut reprendre sa province, il va bénéficier des partisans tant qu'il y a le jeton d'agitation. Parce que évidemment, eux, ils viennent d'être conquis, ils viennent d'être envahis, ils auront évidemment plus tendance à se ranger du côté de leur ancienne patrie s'ils reviennent, évidemment. Ce sont des résistants. Donc à nous de mater ce jeton d'agitation ici pour vraiment essayer de sécuriser cette province et la garder à nous. Et donc je rappelle, il y a plusieurs possibilités. Avec l'action du pain et des jeux, avec l'action croissance en échange de 3 croissances non utilisées, et puis avec l'armée pendant l'action de croissance aussi. Alors en ce qui concerne maintenant les batailles navales, c'est un peu plus simple, donc ça va aller plus vite. C'est juste qu'elles se déclenchent de façon différente. Donc on va simuler ça. La différence, c'est que sur une province maritime, différentes flottes de différents joueurs peuvent cohabiter, coexister, il n'y a aucun problème. Par contre, admettons ce joueur-là avait une flotte ici et une flotte ici, par exemple. Ok, voilà, il va y avoir une petite lutte pour la Méditerranée, etc. Et que moi j'ai une flotte de poissons ici. Alors évidemment, je pense qu'il y a rarement des cas où on va se battre pour juste du poisson, mais ça peut être aussi pertinent. Par exemple, c'est un petit peu d'actualité justement, mais par exemple cette flotte ici, elle bloque le détroit ici. Donc là, on a le détroit de Gibraltar ici.
Si bleu il veut sortir de la Méditerranée, il est obligé de passer par là. Et donc, du moment qu'il entre dans une province occupée par notre joueur, ça peut provoquer une bataille. Alors, on va plutôt prendre cet exemple, c'est un peu plus pertinent. Admettons, lui, il était là et il voudrait sortir. Donc, bleu va déplacer, donc lors de la phase croissance-déplacement, il déplace tous ses vassaux et toutes ses flottes, dans l'ordre qu'il veut, je le rappelle, selon les points de mouvement dont il dispose. Donc, admettons, il a des flottes, il a 3 ou 4 points de mouvement, voilà, selon l'évolution, enfin 3 ça peut pas, mais c'est 2, 4, 6, 8, non 2, 4, 6, 10. Mais admettons, ils disent, bon ben moi je veux déplacer cette flotte et je veux la faire partir, ou alors je veux contrôler ce territoire par exemple, pour avoir la route commerciale. Donc il vient se déplacer, il se déplace de 1 ici, et il se déplace de 2 ici. Au moment où il rentre dans une province occupée par une autre flotte, il y a deux cas de figure. Soit les deux joueurs ne désirent pas attaquer l'autre, et donc à ce moment-là il ne se passe rien, et lui il peut même continuer son mouvement. Voilà. Soit un des deux joueurs décide d'attaquer. Alors c'est le joueur actif qui décide. Donc là c'est le joueur qui entre dans cette province qui décide. Il dit alors est-ce que tu attaques le joueur orange? Il dit oui ou non. S'il dit non, on demande au joueur orange, est-ce que toi tu attaques le joueur bleu pour ne pas le laisser passer? Et le joueur orange peut dire oui, moi j'attaque le joueur bleu. Et donc à ce moment-là, lui il ne peut plus bouger et on va résoudre la bataille tout à l'heure à la fin de la phase de croissance. Ça n'empêche pas que entre-temps, lui, il peut amener d'autres flottes. Si celle-ci n'a pas bougé, il peut l'amener ici pour préparer le combat, et s'il y en avait une un peu plus loin, il pourrait aussi amener. Alors que Orange, lui, c'est pas son tour, donc il ne peut pas amener d'autres flottes. Donc c'est un peu à ses risques et périls de le bloquer. Mais il va quand même essayer de le faire. Donc une fois qu'on a fait ça, en fait on résout la bataille comme une bataille terrestre. Donc on va prendre notre plateau. Je le mets là, est-ce que vous le voyez? Oui, c'est un peu loin même. Je vais me rapprocher. Donc on prend notre plateau de bataille. Je vais mettre là, voilà. Avec nos marqueurs de bataille. Et on va tout simplement résoudre tout ça. Donc vous avez sur le plateau le résumé pour une bataille navale ici. Donc là, en fait, on saute les deux phases de calcul des troupes. Parce que là, en fait, les seules batailles, les seules unités qu'il y aura, c'est celles qui sont sur la province. Donc, du coup, l'attaquant est le orange, parce qu'il a empêché de le laisser passer. Et le défenseur est donc le bleu qui voulait juste passer, en fait. Ensuite, on distribue les marqueurs de combat. Donc, vous avez le résumé ici. Cette fois, par contre, les égalités sont en faveur de l'attaquant. Donc, pour le moral, tout simplement, c'est la même chose. On regarde les équivalences. Là, on est à égalité. Donc, le marqueur de morale viendrait à l'attaquant. Le marqueur de force, c'est uniquement les flottes. Donc là, forcément, c'est le défenseur. Et le marqueur de mécanique, on additionne le niveau de mécanique et le niveau de navigation. Là, ils sont exactement à égalité, donc c'est l'attaquant qui gagnerait ce niveau. Et donc là, on serait à 3 contre 3. Et après, à partir de là, on résout la bataille tout simplement avec les lancers de dés et on enlève les unités les unes après les autres. Et donc là, du coup, ça veut dire qu'on ne peut pas faire appel à des mercenaires, on ne peut pas faire appel à nos alliés, c'est tout. C'est uniquement les bateaux qui se battent entre eux et point barre. Voilà, donc pour la bataille navale, c'est assez simple. Si jamais il n'y avait pas eu de combat, donc si jamais... lui, on va dire qu'il était là. Lui, il était là. Donc si jamais bleu se déplace ici et il dit « moi je l'attaque pas », on demande à orange, il dit « non, je l'attaque pas non plus »,
Donc les deux sont sur une province qui donne un bonus, mais évidemment c'est celui qui était là en premier, que ce soit un poisson au niveau commercial, qui a ce bonus. Donc en gros on le met dessus pour savoir que c'est lui qui garde son bonus. Donc voilà pour les batailles navales, donc c'est assez simple, et ça termine du coup cette vidéo sur les batailles de façon générale. Alors je vais juste revenir un peu, je vais revenir sur la fac qu'on a fait tout à l'heure, que j'ai fait tout à l'heure, que vous avez lu je sais pas quand. Parce qu'il y a un petit point en fait, où je pense que vous n'allez pas être d'accord avec moi, c'est justement cette histoire de chevaux en fait qui peuvent jouer. Donc dans la fac, on m'avait posé la question de est-ce que les chevaux, on les utilise avant de distribuer les jetons ou après. Moi j'avoue que je joue en envoyant les chevaux avant, parce que j'aime bien l'idée que le marqueur, donc le marqueur de force, avantage celui qui a la plus grosse armée concrètement, effectivement, sur le champ de bataille. Puisque le cheval, en fait, on lance un dé, il a une chance sur 3 d'éliminer une unité, mais lui, il ne peut jamais mourir. Et donc, s'il arrive à éliminer, donc ça donne un avantage énorme à sa civilisation, à son armée. Donc moi, j'aime bien le jouer comme ça, parce que je trouve que c'est plus logique. Malgré tout, si on regarde bien la règle, comment elle est faite, je ne serais pas étonné que Arneux, lui, pensait plutôt qu'on distribue d'abord les jetons, et ensuite, avant de commencer vraiment à faire les rounds de combat, on lance le dé pour le cheval, voilà, donc de distribuer les jetons avant. Donc voilà, ça se discute, moi je préfère le faire comme je joue, évidemment, mais les deux peuvent se faire. Et en fait, qu'est-ce qui me fait dire ça, c'est que il y a deux choses. C'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure, j'aurais dû en parler aussi dans la fac, pour que vous fassiez votre avis et que finalement vous choisissiez ce qui vous semble pour vous le plus juste. Il y a deux choses qui me font dire ça, c'est que quand on regarde des chevaux, ici, il nous dit attaque spéciale avant la première manche de combat. Donc c'est une attaque en fait. Et donc si c'est une attaque, ça veut dire qu'on n'est plus dans cette zone, dans cette phase de distribution des marqueurs de combat. On serait ici, on serait dans la séquence de bataille. Et la deuxième chose qui me fait penser que Arneux, je pense, imaginait qu'on distribuait d'abord les jetons et après on utilise le cheval comme une attaque, c'est que l'exemple qui parle du cheval, il est vraiment ici. Il est en face de cette zone ici. Il n'est pas ici. Là, ils nous disent, avant le début de la bataille principale, Noir lance son dé de combat pour l'attaque spéciale de son cheval, mais ne parvient pas à obtenir une épée. Mais vous voyez, c'est bien au moment du point 4, séquence de la bataille, et non plus au point 3, distribution des marqueurs de bataille. Donc, je pense que les deux sont OK. Il faut juste que vous décidiez ce que vous voulez appliquer. Donc, je pense que la règle telle qu'elle a été pensée, je pense que c'est ça. C'est on regarde sur le plateau de bataille, on compte les unités, et à partir de ça, on donne le jeton de force à celui qui a le plus d'unités. Ensuite, on passe à la phase suivante, la phase de lancer de dés, et juste avant que les deux joueurs lancent leur dés, ceux qui ont des chevaux lancent leur dés tout seuls pour faire une attaque ou pas. Je pense que la règle, elle a été pensée comme ça. Moi, je rappelle comment je la joue. J'aime bien, en fait, comme le marqueur force donne un avantage à celui qui l'a, évidemment, moi, ça me semble logique, c'est un peu plus RP, on va dire, que celui qui a l'avantage, c'est celui qui a le plus d'unités. Voilà. Mais ça se discute. Je peux comprendre que vous me disiez, non, du coup, ça donne trop d'avantages à celui qui l'a. Et voilà. Mais encore, après, il peut y avoir le hasard qui joue. Mais donc voilà, faites-vous votre idée. Dites-moi, vous, ce que vous avez choisi. C'est assez intéressant. Mais en tout cas, voilà, choisissez. Donc voilà ce qui termine cette vidéo sur les batailles. Et je vous dis à bientôt, peut-être pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!